Yap l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve pour le 33e numéro de Cyclisme Actu et comme promis, dans cette vidéo on va bien sûr revenir sur le Tour des Flandres, le deuxième monument de l'année, le premier sur les pavés qui s'est déroulé dimanche dernier. Je vous l'avais bien sûr précisé lors de la vidéo présentation de cet événement, l'ultime favori, l'épouvantail, c'était bien sûr Mathieu Van Der Poel, le champion du monde sur route en titre qui forcément était bien évidemment le favori légitime à la succession de Tadej Pogačar par rapport à sa forme récente et surtout par rapport à ses résultats. Et je l'avais dit et répété, si l'on voulait contester un tant soit peu la domination du champion néerlandais et carrément, soyons fous, le priver d'un troisième Tour des Flandres en carrière, il fallait impérativement qu'on assiste à une course de mouvement. Et course de mouvement, il y a eu sur ce Tour des Flandres 2024. Alors attention, des mouvements de course, il n'y en a pas eu autant que ce qu'on aurait pu penser ou que ce qu'on aurait pu espérer. La faute, dans un premier temps, à une équipe Alpecin de Koenig qui, du début à la fin de la course, a contrôlé bien évidemment les attaques et réduit au silence tous les outsiders et favori et potentiellement concurrent à son leader Mathieu Van Der Poel. Et puis Mathieu Van Der Poel lui-même, on va pas se le cacher, il avait des jambes de feu, le champion néerlandais. Et très tôt dans la course, il a tapé du poing sur la table, et ce très loin de l'arrivée, vous l'imaginez, pour essayer de tester ses adversaires, ses challengers, ses concurrents potentiels. Et puis bien évidemment, ces accélérations successives, elles ont laissé place à un certain écrémage, mais des tentatives de mouvements de course et des anticipations, il y en a eu, et ça a été initié par des coureurs de gros calibre, puisque le premier mouvement de course notable, il intervient au kilomètre 100 avec Mads Pedersen, le champion du monde 2019. Et oui, vous ne rêvez pas, le Danois, le Viking, qui est très en forme en ce début de saison, qui a quand même fait un top 5 à Milan-San Remo, qui a gagné, on rappelle, Well Game face à Mathieu Van Der Poel, au nez à la barbe du champion du monde en titre, et Mads Pedersen, à 100 km de l'arrivée, il décide d'attaquer dans l'une des difficultés. Il emmène avec lui Matteo Jorgensen, vainqueur de Paris-Nice, mais surtout vainqueur d'à travers la Flandre quelques jours plus tôt. Alors attention, ces deux-là sont très vite repris. Julien Alaphilippe, à 97 km de l'arrivée, tente de s'échapper. Dylan Van Baarle, 1 km plus tard, lui aussi, il va de sa petite accélération. Le champion des Pays-Bas en titre, qui, on le rappelle, jusqu'au dernier moment était incertain pour ce premier monument pavé de l'année. Et puis ces accélérations successives, petit à petit, eh bien, elles vont laisser un groupe s'échapper et partir en éclaireur. Et dans ce groupe, il y a notamment Mads Pedersen, mais il n'y a pas Mathieu Van Der Poel. Alors attention, Mathieu Van Der Poel, on le sait, il avait quelques facilités, de très bonnes jambes, et il a su revenir. Mathieu Van Der Poel, revenu dans le jeu, eh bien ça a laissé place à une nouvelle accélération de Mads Pedersen, qui s'est octroyé la liberté d'aller faire un petit raid presque solitaire à l'amont de la course. On aura le temps d'en reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et puis Mathieu Van Der Poel derrière a repris les échappées, ou tout du moins ce qu'il en restait. Et puis une fois que tout ce beau monde s'est regroupé, on a eu des attaques successives, notamment d'Ivan Garcia Cortina, qui, on le rappelle, est un pensionnaire de l'équipe Movistar. Matej Mohoric, qui a aussi essayé d'anticiper avant, bien évidemment, le passage du Koppenberg, qui était rendu extrêmement glissant à cause des conditions climatiques, puisque oui, il y a plu et forcément le pavé était extrêmement glissant. On a assisté à une scène assez extraordinaire, c'est-à-dire bon nombre de coureurs qui ont dû terminer la montée à pied. Seuls Mathieu Van Der Poel, Matteo Jorgensen et Mads Pedersen sont restés sur la selle. Mads Pedersen qui passe d'ailleurs troisième de cette difficulté, juste derrière Matteo Jorgensen, et puis Mathieu Van Der Poel, l'adepte du cyclocross, qui bien évidemment était très à l'aise, même s'il chassait de la roue arrière sur ces portions très techniques, parce qu'on sait que sur un vélo, eh bien il n'y a pas meilleur que lui en termes de technicité des mouvements de course, donc avorté par un Mathieu Van Der Poel des très grands jours. Mathieu Van Der Poel était très fort et s'est offert, bien évidemment, plus de suspense il y a, son troisième Tour des Flandres en carrière. Mais Mathieu Van Der Poel, au-delà de cette forme physique exceptionnelle, de ses jambes de feu, il a surtout une équipe Alpecin de Koenig qui était tout simplement omniprésente. Et cette force collective dont on pouvait douter a permis à Mathieu Van Der Poel d'être un petit peu plus serein. On a vu une équipe Alpecin de Koenig omniprésente en tête du peloton, notamment avec Axel Laurens qui a fait un gros boulot. Oui, le jeune français qui a remporté
une étape sur le Tour de Catalogne qui se révèle, qui apprend avec les plus grands, lui qui a remplacé, on le rappelle, au pied levé, Jasper Philipsen, forfait de dernière minute. Et puis il y a eu aussi des équipiers comme Gianni Vermeersch qui carrément a neutralisé un favori de la course et potentiel outsider et concurrent à Mathieu Van Der Poel, le laissant se cramer les ailes assez loin de l'arrivée. On aura le temps d'en reparler. Et puis Mathieu Van Der Poel, je l'ai dit, cette forme physique étincelante lui a permis de placer une accélération, bien évidemment, dans le vieux Kwaremont à 55 km de l'arrivée, avant de porter les stockades sur ce Koppenberg qui forcément a été rendu quasiment impraticable à cause de cette pluie qui s'est abattue sur ce Ronde Van Vlaanderen et sur ces secteurs pavés, à gravir, à escalader ce pavé extrêmement glissant où l'adhérence était quasi nulle. Et Mathieu Van Der Poel, lui et sa technicité de cyclocrossman, on rappelle, quintuple champion du monde de la discipline, qui a eu raison de la force et bien sûr de l'abnégation de Matteo Jorgensen, de Mads Pedersen et bien sûr de l'ensemble du groupe de tête qui dans sa grande majorité a dû poser pied à terre. Et Mathieu Van Der Poel à 44 km de l'arrivée, il s'est t'en aller et personne n'a jamais pu le revoir. Matteo Jorgensen était dans un moment à 10-15 secondes à tenter de revenir et il le voyait et puis il n'a jamais réussi à rentrer et Mathieu Van Der Poel a terminé avec plus d'une minute d'avance sur la concurrence, pouvant savourer, pouvant célébrer son 3e Ronde Van Vlaanderen en carrière. Si Mathieu Van Der Poel a établi et surtout réussi à appliquer le plan parfait, Mads Pedersen, qui était le 2e grand favori de ce Ronde Van Vlaanderen édition 2024, lui a totalement déjoué. Et oui, l'ami Mads Pedersen, champion du monde 2019, l'a dit, j'ai couru bêtement. Effectivement, quand on regarde tranquillement la course dans son intégralité, on se rend compte qu'on ne peut pas lui donner tort. Puisque oui, Mads Pedersen, on le sait, à la pédale, sur ce qu'il a pu nous montrer, notamment sur Gangway Well Game, il était capable possiblement de battre Mathieu Van Der Poel. Alors attention, l'inconnu autour de Mads Pedersen, c'était surtout sa forme physique après sa chute intervenue lors d'à travers la Flandre. Quelques jours plus tôt, il l'avait dit, je ne vais certainement pas être à 100%. Est-ce que c'était une réalité? Est-ce que c'était du bluff? Personne ne pouvait le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ami Mads Pedersen a décidé d'anticiper, lui, le routier sprinter. Une première attaque à 100 km de l'arrivée. Il y a Matteo Jorgensen dans sa roue. Et puis derrière, avec les attaques successives de Julien Alaphilippe, de Dylan Van Baarle, on arrive à se détacher un petit groupe qui va repousser Mathieu Van Der Poel à 20-25 secondes. Jusque-là, on se dit, c'est une aubaine pour l'ami Mads Pedersen parce qu'il a un coup d'avance. Bon, c'est vrai que ce coup d'avance s'est très rapidement transformé en on repart à zéro, puisque Mathieu Van Der Poel, on le sait, il a une forme physique extraordinaire, et dans une difficulté, il a réussi à faire le jump de manière assez impressionnante. Mads Pedersen, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il décide, en voyant Mathieu Van Der Poel avoir fourni un effort et être revenu pratiquement dans sa roue, il décide, de réenclencher une initiative, et donc de recréer un mouvement de course. Jusque-là, on se dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Seulement, ça aurait pu être intéressant s'il y avait eu avec lui, des hommes forts, à l'image d'Alberto Bettiol, je sais pas, moi également Matteo Jorgensen. Seulement dans sa roue, aucun de ces garçons-là, et il y avait surtout Gianni Vermeersch, le Belge, coéquipier de Mathieu Van Der Poel chez Alpecin de Koninck. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, quand on s'appelle Mads Pedersen? N'importe quel coureur se serait dit, bon, il va pas prendre de relais, je vais couper mon effort. Non, Mads Pedersen, ni une ni deux, il décide de faire 30 km pratiquement solo avec Gianni Vermeersch, tel un sparadrap dans sa roue. Bon, il prend 2-3 relais quand même, Gianni Vermeersch, parce qu'il n'est pas chien, histoire de dire, allez vas-y, continue à te cramer. Et il va arriver seulement avec une trentaine de secondes d'avance au maximum, et notamment avant l'arrivée du vieux Kwaremont à 55 km de l'arrivée. Et forcément, il se fait rejoindre très rapidement par Mathieu Van Der Poel. Pourtant, il arrive à accrocher le bon groupe quand Mathieu Van Der Poel dégaine à 44 km de l'arrivée dans ce fameux Koppenberg rendu extrêmement glissant à cause du manque d'adhérence et de la pluie. Là aussi, il est 3e, juste derrière finalement, Matteo Jorgensen. Et forcément, on se dit
que si Mads Pedersen avait couru un peu plus intelligemment, qu'il ne s'était pas infligé un raid solitaire de 30 km, il aurait pu certainement pas jouer avec Mathieu Van Der Poel qui paraissait une jambe au-dessus, mais tout du moins, il aurait pu se battre pour le podium et aller chercher un troisième podium, une troisième boîte sur le Ronde van Vlaanderen. Un Mads Pedersen qu'on espère bien évidemment un peu plus en forme du côté de Paris-Roubaix, mais surtout un peu plus tactique, parce qu'on le rappelle, c'est cette tactique d'équipe et surtout cette intelligence de course où il avait mis à contribution la ligne de trek lors, on le rappelle, de Gone Wobble Game, qui lui avait permis notamment de remporter son duel face à Mathieu Van Der Poel. Il sera intéressant de revoir la tactique pour Mads Pedersen en vue du deuxième et dernier monument pavé de la saison. Mads Pedersen à côté de ses pompes en termes de stratégie de course. Tadej Pogačar, Wout van Aert et Christophe Laporte absents pour causes diverses et variées. Forcément, ça laissait de la place entre Mathieu Van Der Poel sur ce podium du Ronde van Vlaanderen. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu un podium inédit, puisque si Mathieu Van Der Poel a levé les bras, si Mathieu Van Der Poel s'est offert une troisième couronne du Ronde 2, et bien derrière, il y avait de la place. Et on a pensé pendant très longtemps qu'Alberto Bettiol et Dylan Teuns allaient finalement se partager les deux dernières marches du podium, puisque oui, ils avaient réussi à s'isoler. Et malheureusement, dans les 150 derniers mètres de course, avec cette immense ligne droite qui paraît interminable, eh bien, ils se sont fait revoir par un groupe de 8 qui est revenu sur eux, et derrière, ça a laissé place à un sprint où on a vu notamment Michael Matthews être présent, lui qui était déjà dans le bon coup du côté de Milan-San Remo. On a vu également le grand Nils Politt, et puis on a vu Mozzato, le pensionnaire de l'équipe Arkea BNB Hotel, et tous ces garçons se sont joués, bien évidemment, les deux dernières places sur le podium, un podium inédit qui, pendant un petit instant, avait été réglé par l'ami Michael Matthews. Oui, mais voilà, Michael Matthews, on l'a tous vu, il a commis l'irréparable dans les 100 derniers mètres de la course. Comme quoi, un podium, ça se joue souvent à 3 fois rien. Michael Matthews, l'Australien, en forme depuis le début de la saison, qu'on avait déjà vu à son aise à Milan-San Remo, sur la Via Roma, sur ce premier monument de l'année. Et là, sur ce Tour des Flandres, qui n'est pourtant pas forcément le monument où on l'attend le plus, l'ami Michael Matthews s'est accroché, s'est offert l'opportunité de sprinter pour la deuxième marche du podium. Seulement, Michael Matthews, qui lance le sprint, eh bien, fait une vague. Il part de la gauche pour finir à la droite et finit par tasser le grand Nils Politt et Mozzato, l'italien pensionnaire de l'équipe Arkea BNB Hotel, et forcément, vous l'imaginez, ça lui a valu un déclassement. Alors est-ce que ce comportement est à mettre à l'actif, un comportement antisportif ou d'un manque de lucidité ou un peu des deux? Honnêtement, je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un comportement dangereux puisque on tasse ses adversaires vers la barrière. En plus, la chaussée était rendue glissante par les conditions climatiques et la pluie qui s'est abattue sur ce Ronde van Vlaanderen. Donc forcément, déclasser Michael Matthews, même si c'est très dur, et c'est ce que nous a dit Nils Politt, mais encore une fois, c'est totalement logique au vu de la manœuvre extrêmement dangereuse de Michael Matthews, qui malheureusement se retrouve privé d'un podium qu'il avait réussi à aller chercher à la pédale. Vous me connaissez désormais et vous savez qu'en fin de vidéo, c'est toujours un petit coup de cocorico. Parce que oui, qu'est-ce que serait une vidéo sur cette chaîne sans avoir parlé de nos représentants tricolores? Alors bien évidemment, lors de la vidéo présentation de ce deuxième monument de l'année, le premier sur les pavés, j'étais pas allé par 4 chemins. Je vous avais dit qu'aucun Français à la pédale n'était capable de gagner, de faire podium, de faire top 5 et même aurait des difficultés à être dans le top 10. Pour moi, top 10 était possible uniquement grâce à des mouvements de course favorables. Les mouvements de course favorables, il n'y en a pas eu pour nos tricolores. D'abord, ce qu'on peut retenir côté français de ce Ronde van Vlaanderen, c'est le gros travail amassé et surtout l'expérience emmagasinée par le petit Axel Laurens, pensionnaire de l'équipe Alpecin de Koenig, qui, on le rappelle, a gagné une étape sur le Tour du Var, en se tapant quand même, s'il vous plaît, Mads Pedersen, extrêmement en forme depuis le début de la saison, une première victoire World Tour sur le Tour de Catalogne, avec une victoire d'étape retentissante, et puis
on va pas se le cacher, là aussi un gros travail amassé durant ce Tour des Flandres, lui qui remplaçait au pied levé Jasper Philipsen. Il a travaillé en tête de peloton, il est allé rechercher 2-3 coureurs, certes il n'a pas terminé la course, mais enfin quand même. Axel Laurens, de mon point de vue, c'est clairement la satisfaction de ce Ronde van Vlaanderen. Vous allez me dire, c'est bien maigre, mais en même temps, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Florian Sénéchal, de l'équipe, on le rappelle, Arkea BNB Hotel, a été invisible, et ce tout au long de la course. Alors peut-être qu'on jouait déjà secrètement la carte Mozzato dès le début de ce Ronde 2. Allez savoir. Julien Alaphilippe, anecdotique, 70e de cette course, lui qui, il y a 3 ans et demi, en 2020, quelques jours après avoir remporté son premier titre de champion du monde, jouait la gagne sur le Ronde 2. Il avait été percuté, vous vous en souvenez, par cette moto, la malédiction du maillot arc-en-ciel qui avait frappé pour la première fois Julien Alaphilippe, et une première d'une longue série. Et Julien Alaphilippe, 3 ans et demi plus tard, il ne joue plus la gagne. On sait, le manque de confiance, les chutes sont passées par là, les déclarations de Lefebvre ont peut-être aussi fait leur bout de chemin, et Julien Alaphilippe, et bien on l'a vu une fois, c'est lors de son attaque à 97 km de l'arrivée, une accélération sans trop de punch qui ne fait pas beaucoup de différence, et Julien Alaphilippe derrière rentre dans le rang et termine loin, très loin. Le mieux classé de cette course côté français, eh bien c'est Valentin Madouas. Valentin Madouas, il l'a dit et répété, son objectif du début de saison, c'était le Tour des Flandres. Il voulait gagner le Ronde 2. Et ça, il l'a dit jusqu'à il y a encore très peu de temps. Malheureusement, Valentin Madouas, on le sait depuis le début de cette saison, le champion de France n'est pas en confiance et surtout n'a pas la forme. Et sur ce Tour des Flandres, il n'a jamais été placé correctement. Toujours à contre-temps et surtout toujours très loin de la tête du peloton. Et bien sûr déroue des principaux favoris et outsiders. Alors on va pas se le cacher, ça m'a fait péter les plombs tout au long de la retransmission. Qu'est-ce que faisait Valentin Madouas loin dans le peloton à l'arrière, pratiquement en queue de groupe? Qu'est-ce qu'il faisait là? Il n'y avait jamais de Groupama FDJ avec lui, à aucun moment on l'a replacé. Alors peut-être qu'il y avait aussi un coup leadership avec Kung qu'on a vu un peu plus remuant que Valentin Madouas, mais Valentin Madouas était toujours très mal placé, il était toujours à contre-temps. Est-ce que c'était parce qu'il avait un manque de jambes et ou parce que finalement il n'arrivait pas à sentir la course? Difficile de savoir, mais Valentin Madouas, il était toujours à contre-temps et a toujours fait des efforts dans le vent pour se replacer, et malgré toute sa bonne volonté, il n'a pas réussi à aller accrocher un top 15 puisqu'il termine aux portes de ce top 15 à la 16e place, loin, très loin de ses ambitions et de ses attentes. Je vous attends bien évidemment dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce deuxième monument de l'année. Cet espace est fait pour vous, bien évidemment, prenez le temps de l'occuper, de débattre entre vous, bien sûr, dans le respect d'autrui. Si vous avez des questions, bien sûr, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bien évidemment, si la vidéo vous a plu, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Vous connaissez les bails, ça aide la chaîne bien évidemment au référencement. Et nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo de sport. Elle interviendra soit vendredi, soit samedi, puisque oui, ça sera l'heure de la présentation du deuxième monument pavé, le 3e de la saison, Paris-Roubaix. Bien évidemment, d'ici là, portez-vous bien, ciao, bye, et à la prochaine.